travailler sur ce panel. Je suis Gail Harrison, je suis donc coordinateur de Africa's Business Plus, qui est une partie donc, du groupe Jeune Afrique qui a organisé cet événement. Nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce que nous pouvons mieux mobiliser les investisseurs institutionnels pour soutenir le développement des infrastructures, pour promouvoir et aider à financer la transition énergétique à travers les marchés des capitaux. Alors, ma déclaration aujourd'hui est la suivante. Les fonds souverains, les fonds de pension et les compagnies d'assurance ont plus d'1 trillion donc, de dollars d'actifs investis. Et nous voyons que le marché des capitaux souffre d'un manque de financement annuel. Il y a en fait un déficit de 107 milliards de dollars pour financer la transition énergétique. Alors pourquoi y a-t-il ce gap? Parce que les investisseurs institutionnels sont confrontés à plusieurs obstacles et au nombre de ceux-ci, les restrictions réglementaires, le manque d'actifs de qualité dans lesquels on puisse investir, évidemment le déficit de liquidité. Donc jusqu'ici, nous avons vu que les investisseurs locaux rechignent à investir dans les marchés locaux. Alors la question maintenant, c'est d'explorer les mécanismes qui, nous l'espérons, va aider à améliorer la situation. Alors, je vais maintenant inviter les membres du panel, les participants de ce panel. Je vais les inviter sur le podium. Nous avons d'abord le plaisir d'accueillir M. Dave Odouanou. Si M. Odouanou peut bien venir sur le podium, donc qui est le CEO de Access Pension, qui est le quatrième fonds de pension du Nigeria. Donc, sous vos applaudissements. Nous avons également l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui ici Denis Charles Kwasi. Monsieur Kwasi dirige IPS-CNPS, which is the Caisse nationale de prévention sociale de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le fonds de pension public, premier fonds de pension public de la Côte d'Ivoire. Également avec nous aujourd'hui, nous avons Nathalie Youat, qui préside IOC, Trade, Finance and Supply Chain. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Également avec nous, M. Walter Pacheco, qui est président du comité exécutif de Bodiva, qui est la bourse d'Angola, bourse de valeur d'Angola. Et enfin, nous avons Badana Mpatoki, qui est le président de l'autorité de régulation des marchés des capitaux à l'UMOA. Et nous avons aussi M. Oulimata Ndjaïjas, qui est chef de titre UMOA. UMOA titre, qui est donc le marché pour l'Afrique de l'Ouest, à l'Union monétaire africaine. Donc, je vais présenter les 3 points clés dont nous allons discuter aujourd'hui. Le premier, nous allons voir, y a-t-il en effet une opportunité réelle ou est-ce que c'est un enthousiasme excessif que nous manifestons? Comment est-ce que, quel est en fait le potentiel de financement des investisseurs des institutions locales? Ce sera mon premier point. Le deuxième point clé, nous allons voir l'allocation des risques et la réglementation. Alors, comment, dans une certaine mesure, ils sont adaptés aux investisseurs intra-africains? C'est mon deuxième point clé. Et le troisième point, le dernier, c'est que nous allons explorer de nouveaux mécanismes pour appuyer le marché des capitaux en Afrique,
les capitaux structurés, les pools de capitaux, qu'est-ce qu'il y a en fait sur le marché des capitaux en Afrique. Donc, sans davantage perdre de temps, je vais parler en français avec les panélistes qui préfèrent parler français et je retourne en anglais avec ceux qui préfèrent parler anglais. La CNPS ivoirienne fait figure de plus important investisseur institutionnel en Côte d'Ivoire et en UEMOA, avec un excédent prévu d'ici la fin de l'année de 1 000 milliards de francs CFA, donc ça fait 1,52 milliard d'euros. Comment est-ce que vous évaluez ce potentiel d'investissement institutionnel plus largement dans la région ? Est-ce que la CNPS fait figure d'exception ou est-ce que vous voyez une tendance se développer par ailleurs chez vos confrères ? Et en direction de quelle classe d'actifs est-ce que vous estimez que tout cet argent va aller ? Au-delà, évidemment, des traditionnels bons et obligations du Trésor, toujours donc dans cette optique de financer les infrastructures en Afrique et plus largement la transition énergétique. Merci. Je voudrais d'abord dire que pour ceux qui ne connaissent pas la CNPS, c'est d'abord un organisme de sécurité sociale qui s'occupe de la sécurité sociale du secteur privé. Et récemment, il y a 2 ans, le gouvernement a ajouté tout ce qui est travailleurs indépendants et secteur informel. Donc, la CNPS, depuis une dizaine d'années, a commencé véritablement à jouer son rôle d'investisseur institutionnel en devenant à la fois caisse de sécurité sociale, mais aussi fonds de pension. Tout à l'heure, vous avez parlé d'excédents. Je voudrais préciser que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des périodes où on était déficitaire, mais seulement qu'en 2012, on a fait une réforme et c'est là que les excédents ont commencé. On a commencé timidement avec 8 milliards de francs CFA d'excédents. Ça a progressé pour atteindre un excédent de 100 milliards en 2019. Et 2022, on termine avec 160 milliards d'excédents. 2023, on va terminer avec 180. Et nous faisons le pari d'atteindre les 200 milliards d'excédents en 2024. Alors, c'est grâce à tous ces excédents que nous avons constitué notre portefeuille monétaire et financier, qui lui était de 26 milliards en 2012 et qui va atteindre cette fin d'année les 1000 milliards de portefeuille monétaire et financier repartis en actions, actions cotées, actions non cotées, des emprunts obligataires, titres de l'État, tout comme des emprunts privés, État de Côte d'Ivoire, mais État de l'UEMOA. Nous investissons aussi dans l'immobilier et voilà, nous avons un portefeuille très diversifié. Nous sommes actionnaires, puisqu'on parle de transformation énergétique, nous sommes actionnaires à Eranov, ce qui nous permettra de tout ce qui est énergie, de jouer un rôle important. Donc il arrive qu'on investisse directement avec Eranov sur d'autres projets. Donc, par exemple, le projet Atenkou, actuel en Côte d'Ivoire, nous sommes Eranov, mais nous sommes venus en tant qu'actionnaires CNPS pour 15%. Et nous comptons jouer un rôle de plus en plus important dans l'énergie. Et donc, nous serons au rendez-vous de la transformation écologique. Pour l'instant, nous essayons de tisser notre toile dans le système financier parce que la puissance réelle, c'est la puissance financière. Quand vous avez la puissance financière, vous comptez sur l'échiquier et vous pouvez jouer un rôle important. Et donc, au niveau finance, nous sommes actionnaires de plusieurs banques. Nous sommes dans les fonds d'investissement, Afrique Invest, Amétis et récemment Africa 50. Et donc, nous essayons de diversifier notre portefeuille. Au fur et à mesure que notre portefeuille grandit, nous diversifions des actifs que nous prenons. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Nous sommes prêts à suivre tous les grands projets d'investissement.
Nous sommes prêts à nous associer aux fonds d'investissement, aux banques. Nous sommes prêts à nous associer au niveau régional pour le co-investissement. Nous attendons des propositions et peut-être ce forum-là va donner des appétits aux uns aux autres pour qu'on puisse mieux se connaître. Je pense notamment au mon frère qui est à côté, qui lui gère un fonds d'investissement important. Je pense qu'on va se retrouver après. Merci Gaël. Bon, alors vous avez bien relevé l'appel du pied de M. Kouassi, voilà les investisseurs dans cette salle. Monsieur Kouassi, est-ce que vous, juste une petite question subsidiaire, est-ce que vous considérez le parcours ivoirien exceptionnel ou est-ce que de votre point de vue, il y a d'autres caisses dans la région UMOA qui sont appelées à faire aussi bien que la CNPS ivoirienne de votre point de vue? Très rapidement. D'autres caisses sont intéressées, mais il y a des conditions de base. La CNPS, depuis l'année 2000, une institution privée chargée de la gestion d'un service public. Donc, c'est concédé par l'État. Et cette qualité de gestion privée, empruntée de bonne gouvernance et d'autonomie, permet d'investir, vraiment faire de bons investissements sans avoir l'influence de l'État. L'État ne se sert pas à la CNPS comme ça se passe dans certains pays. Et je vous assure que nous sommes libres dans nos investissements. Et c'est pour ça que dans vos choix de prise de participation. Ouais. Voilà. Ok, super. Très intéressant. Ok. Mr. Oduano, I'm going to carry on with you. So, Access Pensions is in fact only a year old. Alors, Monsieur Oduano, je viens à vous et il y a des actifs au niveau de la gestion. Environ 1,6 million d'euros. Et dans cette industrie qui nous parle de 19 fonds de pension avec un total de 20 millions de dollars. Et vous serez d'avis avec moi qu'il y a de potentiel de financement au Nigeria. Pourriez-vous nous dire de quelle manière cet potentiel pourra s'accroître? Merci pour l'invitation à cette section et permettez-moi d'abord de présenter Access Pension, seulement un an. Et les 1,3 trillion ne sont pas tombés du ciel, mais nous l'avons fait par notre position et c'est une pension PFS qui est bientôt à 1,3 trillion et nous comptons que cela va accroître. Et tel que vous l'avez dit, il y a par exemple 19 fonds de pension et cela a conduit à un marché fragmenté ou bien segmenté. Et donc ce que nous ferons, c'est de pouvoir consolider le marché et sur les 5 prochaines années, nous comptons aller de 1 milliard de dollars à 5 milliards. Et le problème avec les dollars, c'est qu'il y a des fluctuations et les dollars changent au quotidien. La pension, donc, qu'on compte aller à 35 milliards avec l'ajustement, j'ai juste rabaissé cela. Peu importe le nombre. Et comme vous l'avez dit, le fonds de la pension de fonds, c'est que l'élément essentiel, c'est la capacité du marché national au niveau de ce PFO, de pension, et c'est 5% par année. Il n'y a rien qui soit proche de cela. Mais aujourd'hui, si nous allons vous refaire un retour à cette année plus tôt, vous allez voir que ça vient au-delà de 10%. Le fonds de pension a pris le dessus et contrôle le marché. Nous avons des actions dans presque toutes les banques au niveau de MTN et ses compagnies. Cela ne s'arrête pas là-bas, mais ça va jusqu'au marché locaux. Nous travaillons avec par exemple les Dangote, RTL, MTN et des bons de 5 ans qui préparent
la pension. Et donc, ils sont en train de combler des lacunes ou bien des manquements. Et c'est pour dire qu'il y a donc du progrès et en termes de ce que nous voyons au niveau de progression, au niveau du département, et il y a une augmentation de 5%. Et il y a par exemple 10% du PIB. D'autres marchés comme 70% du PIB. Nous voyons donc eu un taux aussi important de croissance et il y a quand même une réglementation pour financer le secteur, mais nous ne voyons pas encore les mouvements tels que cela se doit, mais il y a des projets pour de financement. Par exemple, lorsque nous parlons de l'équité privée et autres au niveau des infrastructures, mais à cause de la dévaluation de la devise au Nigeria spécialement, il est difficile de penser à l'équité privée. Et lorsque vous mettez le dollar, vous voyez comment le nerf a chuté. Il y a quand même des fonds. Par exemple, au niveau, lorsque nous voulons aller en détail ou en profondeur, nous investissons dans le private equity funds, mais ce n'est pas le moment de le faire. Et donc, je pense qu'il y a un élément à ajouter pour dire que ce fonds est un catalyste au niveau du marché des capitaux, mais le problème c'est que le fonds croît plus vite que ce qui est supposé être. Vous aurez la parole pour parler après. Ndiaye Dias, ce n'est pas nécessairement ce que vous constatez, vous, de votre côté. Vous ne voyez pas forcément une abondance d'investisseurs institutionnels à votre niveau, en raison notamment du faible taux de bancarisation qui fait que la collecte de l'épargne est difficile. Monsieur Patoki, aujourd'hui, les titres publics sont très majoritairement détenus par les banques, ce qui peut poser problème dans ce contexte inflationniste qui est le nôtre actuellement, évidemment du point de vue de la disponibilité des liquidités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la situation actuelle? Merci bien. Je pense que ce panel, il ne pouvait pas mieux venir quand on sait aujourd'hui que en termes de déficit, en termes de déficit d'investissement, que ce soit en infrastructure, en énergie, le gap est là. Alors, ce que nous observons, on va juste partir des chiffres et on comprendra certainement que même s'il y a des ressources au niveau des fonds de pension, peut-être que nous ne les avons pas comme ça sur le marché. Et je vais partir des émissions primaires d'obligations. Ce que nous avons relevé, et je parle des chiffres des 3 dernières années, en moyenne sur les 3 dernières années, lorsqu'il y a émission de titres d'emprunt obligataire, à peu près 80% des titres sont souscrits par les banques. Vous avez après 9% pour les fonds de pension, 2% pour les compagnies d'assurance. Donc, si je prends les 3, je suis à peu près à 90-91%. Bien évidemment, il faut faire attention parce que les compagnies d'assurance et les fonds de pension ont une partie de leurs ressources dans les banques sous forme de DAT. Et naturellement, les banques utilisent ces DAT pour venir souscrire. Mais grosso modo, on le voit clairement que c'est plutôt les banques qui souscrivent plus, je dis encore, aux emprunts obligataires. Alors, qu'est-ce qui arrive? Parce que les banques
vont toujours se refinancer auprès de la Banque centrale. Et donc, dans les situations, j'allais dire difficiles, inflationnistes, le rôle de la Banque centrale est quand même d'agir pour contenir et ramener l'inflation à la cible souhaitée. Et donc, quand on est dans ces situations-là, la banque va faire attention à l'injection de liquidités parce qu'elle estime qu'il y a déjà suffisamment de liquidités et c'est parce qu'il y a cette liquidité-là que cela tire les prix à la hausse. Alors, donc, elle doit resserrer la politique monétaire, ce que nous avons vécu ces derniers temps. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas terminé. Donc, elle va resserrer sa politique monétaire. Et donc, du coup, les banques n'ont plus suffisamment de marge de manœuvre pour venir lorsqu'il y a des émissions. C'est ce que nous vivons. C'est ça la contradiction. Voilà. Maintenant permettez-moi que j'ajoute, en termes de DAT, ce que je voulais dire, c'est vrai que même si les compagnies d'assurance, les fonds de pension ont ces ressources sur les DAT qui viennent sur les titres, peut-être qu'il serait de façon rationnelle si ces compagnies d'assurance et ces fonds de pension venaient directement, on peut également jouer sur les prix. Vous voyez? Donc voilà un peu le contexte qu'on a. Un autre appel du pied. Voilà, un appel. Alors, juste, c'est vrai que j'ai oublié de préciser au départ, on essaye vraiment de garder les réponses à 2 minutes maximum pour pas spécialement diriger à vous, Monsieur Patogi, c'est une remarque générale. Alors, Madame Ndiaye-Dias, vous confirmez effectivement que le solde de dette des 8 États de l'UMOA, c'est 12 500 milliards de francs CFA, qui sont détenus donc majoritairement par ces établissements bancaires, à 90% même, et que c'est donc problématique. Mais de ce qu'on a discuté ensemble quand on a préparé ce panel, pour vous, la priorité, c'est de faire œuvre de pédagogie et de communication en direction de ces investisseurs institutionnels pour justement qu'ils diversifient leur portefeuille. Absolument, Gaëlle. Alors, juste pour préciser, les 12 500 milliards évoqués, il s'agit de la dette émise par adjudication, parce que donc sur notre marché, nous avons 2 segments pour la dette souveraine, de la dette émise par voie d'adjudication, de la dette émise par voie d'appel public à l'épargne. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que M. Patogi a vraiment bien dressé le tableau au niveau de la zone et peut-être les difficultés auxquelles nous pouvons faire face et qui nous renforce dans notre conviction selon laquelle il est aujourd'hui extrêmement important d'avoir des investisseurs institutionnels qui vont venir massivement sur ce marché de la dette souveraine dans un premier temps, même si à terme, effectivement, il faut que le marché de la dette, en tout cas le marché financier dans son intégralité, notamment pour les investisseurs privés, se développe davantage. Aujourd'hui, nous commençons effectivement par cette dette souveraine, cette dette obligataire. Ce que nous constatons, c'est tout d'abord la nécessité de renforcer les capacités au niveau de certains acteurs du marché qui peut-être effectivement ont ces capacités en termes d'investissement, mais ne disposent pas de toute l'ingénierie qu'il peut y avoir peut-être au niveau de la CNPS Côte d'Ivoire pour savoir comment diversifier ces investissements. Et tel que l'a dit M. Patogi, on se retrouve très souvent aujourd'hui à avoir des DAT, alors que vous avez sur ce marché toute une panoplie d'instruments obligataires, en tout cas de titres souverains, sur toutes les maturités, avec différentes qualités de signature, différents niveaux de rendement, qui peuvent permettre effectivement de répondre à des besoins en termes d'investissement selon un profil et un besoin, ou en tout cas des flux de trésorerie à déterminer par l'investisseur institutionnel. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce renforcement de capacité, il ne s'arrête pas qu'au niveau de l'investisseur institutionnel. C'est vraiment aujourd'hui un petit peu toute l'économie, tout l'écosystème
et également les émetteurs. Pourquoi les émetteurs? Le thème était effectivement de gérer cette économie et tout ce besoin en termes de financement de la transition énergétique. Aujourd'hui, il y a certainement un besoin de proposer de nouveaux produits, très clairement, à ces investisseurs institutionnels afin qu'ils puissent eux aussi répondre à leur diversification, des produits qui vont être peut-être verts, des produits sustainable, absolument. etc. C'est un point qu'on évoquera un petit peu plus tard, absolument. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et bien évidemment, la communication est effectivement très importante. La communication sur la situation du marché, la communication sur le développement et le niveau du marché secondaire, parce que pour ces investisseurs institutionnels, il y a un point qui est clé, c'est le niveau de liquidité du marché. Je vais m'en arrêter là pour rester à mes 2 minutes, mais on reviendra après là-dessus. J'apprécie. OK, Mr. Da Cruz Pacheco, turning to you now. What's your perspective? So the Monsieur Da Cruz Pacheco, quelle est votre perspective? Alors, vous dites qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée au Nigeria pour diversifier les fonds de pension et nous voyons que une revitalisation de la bourse des valeurs de l'Angola avec suite à un programme ambitieux de privatisation. Alors, nous continuons de voir la majorité des portefeuilles qui sont tenus en termes des dépôts à long terme. Il y a aussi beaucoup de biens parce qu'il y a eu un énorme boom immobilier il y a quelques années. Alors, jusqu'ici, le gouvernement a été donc un investisseur significatif dans les infrastructures d'énergie notamment. Et il y a encore des besoins sociaux forts en termes de distribution de l'énergie. Alors, dites-nous un peu plus de tout cela. Merci infiniment. Je vais essayer d'être aussi direct que possible. Maintenant, en termes de perspective, je crois que nous sommes tous confrontés, et j'ai entendu mes collègues qui ont mentionné la réalité de leur marché, je crois que nous sommes confrontés au même problème. Le premier, c'est que les fonds de pension et la gestion des actifs représentent une partie importante des ressources du gouvernement. Nous avons aussi la question des fonds de pension et de gestion des biens qui gardent beaucoup de leur portefeuille en cash. 40% des portefeuilles des fonds spéciaux de l'Angola sont en cash, en liquidité. Alors ces deux problèmes créent le manque de mobilisation de capitaux. Donc ce capital devrait être investi pour produire des projets, mais il n'est pas investi pour ces projets productifs. Donc vous avez mentionné clairement cela, vous avez mentionné que nous avons besoin d'infrastructures, donc 80% de notre électricité est produite par l'énergie renouvelable, mais nous ne consommons que 60% de l'énergie produite, parce que nous n'avons pas de ligne de distribution et de ligne de transmission. Et pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que c'est le gouvernement qui fait tous les investissements, évidemment, il ne peut pas faire tout en même temps. Donc nous devons nous assurer que cette infrastructure, le secteur de l'énergie soit bancable. Et pour cela, il faut que nous puissions changer les tarifs et tout cela. Et ceci est précisément le défi auquel nous sommes confrontés en ce moment. Maintenant, en perspective, en termes de comment mobiliser les capitaux, je crois que dans mon pays, et peut-être dans beaucoup d'autres pays en Afrique, il y a beaucoup de capitaux qui doivent être mobilisés et des capitaux qui sont en souffrance. Et peut-être que ces capitaux pourraient être alloués. Donc il y a cet aspect de politique qui doivent être mis en œuvre. Est-ce que ça veut dire qu'en Angola, le prix de l'énergie est particulièrement bon marché? Vous avez dit 1 centime par kilowattheure. Je crois que 99% inférieur à tout le reste. Donc, cet tarif doit être révisé. Alors, c'est un problème pour nous parce qu'il doit également aussi être une opportunité pour les investisseurs parce que l'énergie en Angola est très bon marché comparé à beaucoup de pays. Donc, Madame De Watt, nous sommes déjà en retard de 10 minutes sur notre programme.
Est-ce que vous pouvez nous dire, parler dans la perspective de l'IFC, l'état du jeu dans le marché des capitaux est assez lugubre, vous diriez? Quelles ont été les plus grandes pertes? 20%. Néanmoins, il y a encore de l'espoir. Il y a certains projets. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a eu donc un projet vert en Égypte, la sécurisation des encours sur l'électricité. Alors, je travaille toujours dans les marchés de capitaux. Nous ne regardons pas seulement les conditions de marché, nous avons en fait une vision pour le développement du marché des capitaux à travers donc, les marchés émergents et sur ce continent en particulier. Alors, nous voyons que il y a une détérioration des termes des conditions de marché. Mais nous voulons soutenir donc le marché des capitaux en soutenant les émetteurs et en attirant les investisseurs. Alors nous le faisons dans des domaines très cruciaux de développement où nous pensons que nous pouvons avoir le maximum d'impact. Et cela, comme vous l'avez mentionné, sur les fonds verts. Nous avons participé donc dans les missions sur le continent en 2017 avec le fonds vert au Maroc pour BCP. Nous faisons beaucoup de travail aussi avec des institutions financières. Il y a aussi le premier fonds vert. Nous travaillons en Tanzanie, CADB. Nous avons donc une présence large pour soutenir les questions d'éligibilité sur le continent. Nous avons aussi un autre domaine de priorité, c'est le genre. Nous mettons l'accent sur les fonds du genre, qui est donc une petite niche, un type de transition, mais que nous pensons devrait être une priorité pour beaucoup d'investisseurs. Finalement, nous avons également travaillé sur vous pouvez certainement voir les mauvaises nouvelles, oui, mais nous aimerions mettre l'accent plutôt sur le potentiel d'amélioration. Alors, nous aimerions regarder le fait que si les investisseurs internationaux nous demandent d'avoir une étendue plus large parce qu'ils considèrent les marchés comme étant... nous pensons qu'il y a le potentiel pour les investisseurs nationaux s'investissent parce que ils peuvent être plus proactifs et investir dans ces produits locaux. Alors, de mon point de vue, il y a un potentiel de croissance, mais ce que nous voulons faire, c'est de faciliter cette action entre les émetteurs potentiels et le potentiel énorme pour les investissements locaux. Donc, opportunité pour les investisseurs et les institutions locales dans ce moment de crise. Maintenant, j'aimerais me tourner vers notre deuxième point clé, c'est comment est-ce que nous pouvons mieux allouer pour mieux attirer les investisseurs institutionnels dans les économies africaines. Monsieur Odou, je vais me tourner d'abord vers vous. Nous avons convenu qu'il y avait un grand potentiel de financement du Nigeria. Mais la difficulté, c'est de trouver des opportunités d'investissement. Alors, la réglementation du Nigeria interdit aux fonds de pension d'investir dans les instruments régionaux. Donc, le projet Africa Exchange Link est d'intérêt limité pour vous. Vous n'êtes pas non plus autorisé d'avoir des investissements directs dans l'énergie, dans les infrastructures. Vous pouvez seulement investir jusqu'à 10% à l'étranger. Alors, vous voulez bien nous dire quelles sont les catégories de biens qui, selon vous, devraient bénéficier bénéficier. Alors, juste sur l'allocation de 10%, c'est une allocation de gestion des risques. Pour nous prévenir contre les dévaluations de monnaie. Malheureusement, les monnaies africaines ne sont pas convertibles, et deuxièmement, ils ont tendance à être... parce que nous avons eu des dévaluations au Nigeria, au Ghana, vous ne pouvez pas vraiment protéger les fonds en mettant de l'argent sur ces marchés. Et lorsque vous regardez les Eurofonds, lorsque la défense du Ghana est venue, tout le monde donc est devenu frileux. Alors,
Donc, en termes donc, de ce que nous voyons, c'est vraiment commencer avec des choses très sûres, comme peut-être les outils du gouvernement. En termes de donc, où est-ce que nous voyons donc le plus de chances, c'est peut-être sur les crédits plutôt que les biens privés. Nous avons donc les crédits des entreprises qui augmentent de manière significative. Vous avez tout ce que MTN a levé l'équivalent de 1 milliard de dollars. Il faut juste... donc nous voyons la possibilité de cela. Les projets régionaux, je ne sais pas comment cela va se faire, mais ce n'est pas que les projets régionaux soient interdits, mais nous ne pouvons pas invertir une partie des 10% en dehors du Nigeria. Mais ce davantage n'existe pas dans ce continent africain. Mais nous continuons à travailler avec DFI. S'ils peuvent nous fournir un instrument, comme d'habitude, nos amis du DFI aiment également investir. Donc tout le monde essaie d'investir, de protéger son argent, ce qui a du sens, parce que le problème, c'est le temps. Je ne sais pas comment dire la chose. Je crois que nous sommes en retard de seulement 6 minutes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que en termes donc de projets directs, ce que nous voyons maintenant, c'est la régulation nous permet également de faire le co-investissement. Mais cela aussi, c'est une nouvelle réglementation et malheureusement, les investissements, le co-investissement conduit donc au... Donc nous pouvons investir donc dans l'immobilier, les infrastructures. Nous recherchons des partenaires qui vont apporter aussi des capitaux. Nous avons aussi un financement donc des usines de production d'énergie. Mais la chose clé, c'est que nous avons besoin de partenaires et donc pour que nous puissions investir à côté de ces partenaires et directement dans des infrastructures. Nous avons aussi donc les routes, les aéroports et l'immobilier. Alors, il y a un autre appel du pied ici, qui est fait ici. Donc, je vais tourner maintenant avec M. Da Cruz Pacheco. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est donc... pour les investisseurs locaux, c'est une autre histoire. Oui, malheureusement, il y a une restriction. Donc, nos amis du Nigeria peuvent investir 10% de leur portefeuille, mais en Angola, par contre, nous ne pouvons pas investir à l'étranger. Et je crois qu'il y a une opportunité là pour nous d'investir à l'étranger, spécifiquement. Si vous voulez promouvoir le commerce régional et les transactions régionales, nous devons toujours nous permettre d'investir dans les pays voisins, que le Congo et la Namibie, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures dans lesquelles nous pouvons investir dans les deux pays, et ces infrastructures vont faciliter beaucoup de commerce entre ces pays, et ce qui serait bénéfique pour tous. Alors, la plus grande limitation que nous avons actuellement, c'est en fait les réglementations FX, et sinon, chaque fois que nous voyons de la valeur qui nous permet d'investir à l'étranger, nous pourrions l'explorer. Contre des barrières réglementaires, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la gestion du risque de votre portefeuille d'investissement au sein de la Caisse? Alors, je voudrais dire que la CNPS, du fait de son statut et du fait de l'importance que le gouvernement accorde au rôle d'investisseur institutionnel, on a beaucoup de liberté que d'autres n'ont pas. Ouais. Et pour revenir un peu à ce que Madame a dit et M. Patoki, nous, notre portefeuille, à 43%, est constitué d'emprunts obligataires directs que nous avons souscrits auprès de l'UEMOA. Aujourd'hui, en termes de DAT, nous n'avons que 17% de portefeuille qui est en DAT. Et ces 17%, pour nous, c'est en attente d'opportunités d'investissement.
Et donc, nous, on essaie quand même d'être véritablement des investisseurs. Et donc, je disais 43% en emprunt obligataire. C'était combien il y a 5 ans, le ratio emprunt obligataire? C'était plus élevé, j'imagine? Non, c'était plus faible. Plus faible? Si je prends parce que la référence de notre réforme, c'est 2012. Et en 2012, les emprunts obligataires, c'était insignifiant, à peine, non, même pas 10%. D'accord, mais en absolu, j'imagine que les En ratios... montant? Oui. En montant, il était en 2012 de 3,6 milliards. Oui. Aujourd'hui, il a dépassé 300 milliards. 300 milliards, ok. Donc, multiplié par 100. Donc, vous avez vu qu'en l'espace de 10 ans, on a vraiment joué notre rôle d'investisseur. Et je crois que la BFM, l'Union monétaire, le ressentent assez bien. Donc, en dehors de ça, nous avons 30% de notre portefeuille en actions, actions cotées comme actions non cotées. On a à peu près 3% en fonds d'investissement. Et donc, c'est un portefeuille quand même assez dynamique et assez diversifié. En termes de réglementation restrictive, je pense qu'il faut exploiter les fonds d'investissement. Même si vous ne voulez pas intervenir directement à l'étranger, mais à travers les fonds d'investissement comme Africa 50, Amétis, vous placez votre argent et eux, ils investissent un peu partout. Donc, ça, c'est quand même une possibilité aussi. Et nous n'avons pas de contraintes même par rapport à des secteurs d'activité. Nous embrassons tous les secteurs d'activité. Et au niveau international, je donne l'exemple de Eranov, qui n'est pas une entreprise ivoirienne, mais nous avons 15% de cette multinationale qui investit un peu partout à l'étranger dans l'eau, l'électricité. Donc, Okay. Pour finir, je vais dire que j'ai l'impression que le système de notre sous-région, enfin au niveau africain même, il est cloisonné. Voilà. On ne se parle pas suffisamment et donc il y a des nœuds qu'on doit pouvoir, pour ne pas me répéter, dénouer, de faire. Si on se met tous ensemble, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les structures de réglementation et tout ça, avec en face les hommes d'affaires, les banques, vraiment, je pense qu'on a besoin de Oui. se rencontrer pour créer cette dynamique, cette synergie qui permettrait une fluidité, parce que chacun se protège, soit par rapport au risque pays, soit par rapport au risque d'échange. À ces rythmes-là, ça va être difficile de décoller. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, en tout cas, moi, je note un portefeuille qui est constitué de 43% d'emprunts obligataires, donc c'est-à-dire moins de 50%. Donc, ça, c'est quand même à relever. Monsieur Patoki, parlez-nous des axes d'amélioration possibles selon vous. Il y a une réglementation extérieure d'échange qui fait que l'épargne nationale ne peut pas être utilisée à l'extérieur. Les flux extérieurs sont donc limités. Quel est votre point de vue sur cette réglementation? Non, mais ce sont les États, je reviens aux États de l'Union, donc Union économique et monétaire ouest-africaine, qui ont adopté la réglementation sur les relations financières extérieures. Et donc, dans cette réglementation, en termes d'investissement, que ce soit en titre ou en immobilier, et vous ne pouvez utiliser que 25% de l'épargne nationale pour pouvoir investir à l'extérieur. Donc, si vous devez investir à l'extérieur, il vous faut trouver donc à l'extérieur les 15% restants. Vous pouvez rapprocher le micro? Vous devez retrouver à l'extérieur les 15%. Donc, ça, c'est la réglementation. Réglementation d'échange. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque part que l'épargne nationale serve au financement de l'investissement intérieur. Alors, quand vous reprenez le code CIMA, il y a quand même une répartition. Sur les titres, le code CIMA vous dit
minimum 15%, maximum 50%. Donc je relève que M. Kouassi, il y a eu un pas fait, mais je me permettrai de dire qu'il y a encore un petit bout pour arriver vraiment à ce plafond-là. Alors, en termes d'investissement sur les actions, c'est entre 10 et 40%. Et aujourd'hui, ce que nous observons, c'est en moyenne, hein, je ne parle pas de la société de Kouassi, en moyenne dans notre union, c'est à peu près 17%. Et sur les obligations, c'est 29% en moyenne, toutes structures confondues. Vous comprenez qu'il y a quand même quelque part des marges. Et quand vous regardez la liquidité, en termes de placement en liquidité, c'est entre 10 et 40%. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 34%. Pratiquement, on arrive au bout. Ce qui amène à penser tout naturellement que ces structures-là ont un penchant sur la liquidité qui relève peut-être d'une contrainte quelque part que nous n'adressons pas suffisamment. Ça peut être les problèmes de liquidité sur le marché parce que détenir beaucoup de titres et ne pas sortir facilement de ces titres-là peut les amener à placer une bonne partie en liquidité. C'est des choses qu'il faut qu'on regarde et qu'on puisse modifier à un moment donné. Merci. Merci. Madame Ndiaye Dias, est-ce que vous voulez apporter un commentaire là-dessus? Oui, merci beaucoup Gaëlle. Ouais. Effectivement, pour compléter le propos de M. Patoki, aujourd'hui au niveau de la zone UEMOA, il est évident que pour les investisseurs institutionnels, la liquidité des instruments qui sont émis, et notamment des instruments obligataires, reste une vraie problématique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque, effectivement, comme la CNPS, nous avons déjà 40%, plus de 40% du portefeuille qui est en titre, une partie en action, et que vous avez là deux catégories d'actifs dont la liquidité est relative, dès lors qu'il y a une nécessité à un moment donné de trésorerie, il faut quand même disposer d'un petit volant de liquidité. Ça, c'est un point qui est aujourd'hui très important sur notre marché, sur lequel nous nous employons vraiment à travailler pour améliorer la liquidité, dynamiser le marché secondaire, ce qui, nous en sommes convaincus, va permettre d'apporter un petit peu plus de dynamisme déjà à l'activité de tout ce qui est société de gestion d'actifs et autres, et pouvoir encore améliorer la collecte pour venir financer les États. Alors peut-être parler du sujet des financements étrangers au niveau de la zone, des financements... C'est possible d'investir oui, interzone, voilà. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions ou de problématiques particulières sur ce point-là. Il est vrai que nous avons vraiment à cœur de développer le financement du marché régional grâce à l'épargne locale. Après, bien évidemment, on est sur des économies intégrées en Afrique et il est très important que nous puissions faire transiter ces fonds. En zone UEMOA, il n'y a pas de problématique particulière lorsque des fonds arrivent. Peut-être aujourd'hui, le seul problème que les investisseurs étrangers peuvent rencontrer lorsqu'ils nous parlent de leurs investissements au niveau de la zone, c'est lorsqu'ils souhaitent rapatrier leurs devises à l'issue de l'investissement. Et là encore, je me permets d'insister sur le fait qu'il y a une réglementation et un cadre qui existent avec donc des points précis sur comment est-ce que lorsqu'on souhaite investir en tant qu'investisseur étranger sur les différents actifs au niveau de la zone, comment est-ce qu'on s'y prend, donc notamment comment est-ce qu'on fait rentrer les fonds au niveau de la zone. Et en général, dès lors que les devises rentrent par le biais de la Banque centrale et sont déclarées à l'entrée, le rapatriement des fonds à la sortie se fait sans grande problématique. Donc là aussi, c'est toujours être dans peut-être la communication, la sensibilisation des investisseurs, que ce soit des investisseurs locaux ou des investisseurs étrangers, notamment sur des points de réglementation, entre autres.
Donc, un risque régional pas si élevé que ça, finalement. Mrs. Louat, can you tell us about what IFC think about developing capital? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du développement du marché? Quels sont les défis aujourd'hui sur le continent? Merci. Nous travaillons de par le continent dans une zone spécifique et lorsque vous voyez un peu, il y a plusieurs pays, il y a l'économie, et l'économie nationale est fondamentale. Et aussi sur le côté marché. Ceci à cause du développement en cours des marchés étatiques. Avec cette question d'intégration, cela a besoin d'être développé sur tout le continent. Et à cause de l'indépendance des investisseurs locaux et à cause de la sécurité et de l'État, nous avons essayé d'introduire plus du secteur privé pour amener la compréhension sur les points qui sont présentés et pour qu'il y ait donc plus d'analyse autour de l'équation. Il y a aussi dans certains pays la nécessité de développer une infrastructure du marché et certains ont besoin de changements au sein de la banque. Et pour ce faire, nous avons des prérequis et il faut mettre des conditions sur pied pour un engagement réussi et pour une vision holistique, aussi, y compris la situation macroéconomique, l'état des banques, ce qui se fait au niveau des investisseurs et le cadre pour la sécurité du marché sont des faits importants pour pouvoir booster le marché local. Il ne nous reste seulement qu'environ 25 minutes. Alors passons à ce point précis. Quels sont les mécanismes innovateurs que nous pouvons mettre en application pour amener les investisseurs locaux à intervenir? Monsieur Patouki et Madame Diaye. Au niveau de l'UMOA, avec le soutien de la Banque mondiale pour la mise en place de nouveaux produits tels que justement les obligations vertes dont on a déjà parlé. Il y a aussi les États qui avancent, je dirais, en ordre dispersé. Le Gabon a déjà fait un bond de décarboné. La Côte d'Ivoire, le Sénégal sont en train d'élaborer des cadres. Est-ce que, de votre point de vue, la demande est au rendez-vous à l'heure actuelle en UMOA? Madame Ndiaye, vous voulez démarrer peut-être? Non. Monsieur Patouki, d'abord. D'accord. Oui. Alors, quand on regarde la situation actuelle, ce que nous nous disons, c'est quand même d'avoir un cadre qui permet d'avoir d'autres produits qui permettraient à d'autres investisseurs de venir, puisque nous connaissons, nous voyons les limites de nos investisseurs locaux. Alors, ce que nous avons fait, il y a déjà 2 ans, nous avons mis en place un cadre réglementaire sur la finance islamique. Parce que nous savons qu'il y a des fonds arabes, donc sensibles à la charia, qui souhaiteraient intervenir sur ce type d'instrument. Et donc, il faut mettre en place le cadre. Ce que nous avons. Nous avons aujourd'hui la finance verte. Le cadre est là. C'est encore timide, il faut le reconnaître dans notre zone, c'est vraiment timide, mais en septembre dernier, nous avons organisé un colloque justement pour montrer aux investisseurs, aux émetteurs, cette possibilité également de mettre des titres, des instruments qui puissent capter la finance verte. Alors, au-delà de cela, nous avons, évidemment, je ne citerai pas tout, mais la question de liquidité sur le marché secondaire, nous réfléchissons. Est-ce qu'il ne faut pas faire un pas vers les prêts, emprunts des titres, ce qui peut aider aussi
hein, à rendre plus liquide le marché. Donc, c'est des questions comme ça qu'il faut qu'on regarde. Et je pense que si on fait tout cela, on crée un cadre avec beaucoup d'instruments et chaque investisseur pourra trouver ce qui lui convient et compléter, si vous voulez, les efforts nationaux que nous remarquons aujourd'hui. Très bien. Madame Ndiaye-Dias, rapidement, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Très rapidement, Gaëlle. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le cadre existe. Après, je ne veux pas radoter, mais je pense que le renforcement de capacité et la sensibilisation va être le point peut-être qui va permettre de déclencher l'intérêt des investisseurs vers ce type de produit, car pour le moment, effectivement, en termes de demande, on n'est pas encore convaincu, tout au moins si nous parlons de la demande des investisseurs locaux, que pour le moment, au niveau de notre zone, nous ayons cet appétit. Alors, et c'est peut-être là qu'il faut que les émetteurs travaillent sur différents instruments, sur du blended finance, ce genre de choses, pour pouvoir amener certaines catégories d'investisseurs institutionnels sur le financement peut-être de projets un peu plus classiques et également que nous puissions trouver des investisseurs qui vont être intéressés, attirés par ces produits verts, par ce financement un peu plus green, un peu plus structuré. Mais aujourd'hui, il va vraiment falloir passer par cette case où on va rassurer les investisseurs, expliquer aussi bien aux investisseurs qu'aux émetteurs l'intérêt de ce produit. Et juste pour rajouter, tout à l'heure, Madame Loy a parlé effectivement de l'infrastructure sur nos marchés, notamment les courbes de taux et autres. C'est peut-être aujourd'hui un prérequis pour pouvoir avancer sur ce type de produit un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que dès lors qu'un émetteur va aller sur des instruments verts, sur des instruments sustainable, souvent en général, on s'attend à avoir un greenium ou ce genre de choses. Pour autant, votre greenium, vous allez pouvoir le déterminer par rapport à votre courbe de taux, par rapport aux émissions que vous allez faire de manière classique et au niveau de rendement sur vos titres benchmark. Autant d'éléments sur lesquels aujourd'hui on n'est pas encore vraiment très stable au niveau de notre zone et qui reste à développer. Okay, ce qui soulève aussi la question de la notation à cette classe. Oui, alors la question de la notation effectivement de ces instruments reste entière. À mon avis, dès lors que nous aurons les premières demandes et les premiers instruments à mettre en place, nous avons aujourd'hui des institutions au niveau de la zone qui sont reconnues par le régulateur, qui déjà font par exemple de la notation en monnaie locale. Donc aujourd'hui, ce sont des instruments qu'il sera tout à fait possible de noter. C'est vrai que actuellement, ce sont beaucoup les émetteurs qui sont notés. Nous ne sommes pas dans la notation d'obligations de manière individuelle, tout au moins lorsqu'on parle des émetteurs souverains. Ce serait l'occasion justement d'aller sur la notation d'instruments spécifiques au niveau de la zone pour pouvoir apprécier le niveau de risque. Merci. Mr. Uduanu, turning to you, can you... Monsieur Uduanu, revenons à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement au Nigeria? Parce que pour l'heure, il y a le fonds de pension qui est là et vous pouvez investir cet instrument qui conçut une garantie appropriée. Dites-nous vos besoins spécifiques. Pour éclore, ce que je peux dire, c'est que la réglementation du fonds de pension au Nigeria donc, est réglementaire. Et après 20 ans, je ne dis pas que vous perdez de l'argent, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas perdu de l'argent. Mais ce que nous trouvons, c'est qu'il y a plusieurs fonds de pension et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas donc bâtir une équipe solide. Première des choses, c'est de penser à la consolidation et ceci se fait dans le secteur bancaire et les banques nigériennes sont un peu partout sur le continent, même chose sur le fonds de pension. Ça c'est d'un. De deux, nous allons parler de la grande tension et pension qui parle de trillions par exemple et on peut commencer
avoir à bâtir, à construire des portefeuilles. Et il y a 3 idées claires à ce niveau. Il y a la personne pour le véhicule. Je pense que nous pouvons donc et financer cela, c'est-à-dire le staff, et nous allons commencer à chercher les sources d'investissement, les gens qui viennent avec les produits sur le marché, et on ne peut pas donc aller tout de suite. Et il y a le marché des prêts, mais ce que nous retrouvons au niveau des banques, il y a les banques de PME, et le fonds de pension peut acheter ces prêts, et tel que cela est indiqué, et pour pouvoir faire ces achats. Et maintenant, la banque pourra donc intervenir surtout au niveau des PME pour financer l'économie verte. Et pour l'intégration, j'espère une des manières où cela peut être utilisé pour l'ULIS au Nigeria, parce qu'on peut seulement vous autoriser à investir au sein des sociétés ou autres. Et au Nigeria, il y a un mandat clair pour vous dire d'aller investir dans tel domaine. Et en Angola, par exemple, nous avons des partenariats parce que nous partageons l'anglais en commun. Et mon ami ici, à côté, nous pouvons travailler ensemble. Mais il va falloir qu'on puisse faire asseoir les régulateurs pour réfléchir, parce que c'est des politiques qui changent, et je pense que c'est dans cette direction que le marché doit aller. Monsieur Kouassi, au niveau de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, il existe un projet de création d'un fonds d'investissement africain, le FIA, auquel le Cameroun, la Côte d'Ivoire participent déjà. Il est question de faire entrer également des structures comme la BAD, la Banque africaine de développement, le Africa Guarantee Fund. Dites-nous en plus sur cette première initiative et dans quelle mesure elle est absolument nécessaire, voire fondamentale. Alors, l'idée est partie du fait que les caisses de sécurité sociale ont des réserves importantes, et que si on mettait tout ça ensemble, ça pourrait constituer un financement important dans les États, mais entre les États, et notamment dans les infrastructures dont on parle. Seulement que, chemin faisant, les autorités dans certains pays ont estimé que c'est des fonds qui allaient leur échapper et donc qui ont commencé à être réticentes. C'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui ont fait le pas. Donc le projet a été fait avec l'ensemble de la CIPRES, mais ceux qui ont franchi le pas pour être actionnaires, c'est la Caisse du Cameroun et la Caisse de Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, ce sont ces deux organismes qui sont à fond dans l'investissement et qui ont des portefeuilles importants. Je rappelle même que le Cameroun, même à l'époque, était dans une situation de crispation en termes d'investissement. C'est en 2015 que mon collègue a demandé que je vienne faire une intervention devant son conseil d'administration pour montrer un peu ce que nous faisons, parce que lui veut en faire, mais il avait des blocages de son conseil. Je suis parti, donc c'était en 2015, on a eu cette réunion, et le conseil lui a dit, désormais, nous allons vous laisser investir. Et ça a explosé. Il me disait que avant ça, quand il investissait 10 milliards par an, on estimait que c'était beaucoup, qu'il ne faut pas prendre de risques, il faut faire un DAT, ce dont nos deux intervenants ont parlé. Mais après notre expérience, c'est parti très vite, et aujourd'hui, je crois que la Caisse du Cameroun doit avoir un portefeuille monétaire et financier d'au moins 500 milliards. Ils sont, je crois qu'ils ont pris des participations dans Afrexim Bank et pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on se parle. Voilà, il y a trop de cloisons. Et ce que le Cameroun a fait, et que, bon, récemment, le Niger a commencé à faire, c'est possible. Moi, je suis parti 2 fois au Burkina pour communiquer, faire de la pédagogie. C'était parce que au Burkina, c'est 65% des fonds des caisses de sécurité sociale qui sont en DAT. Voyez-vous, c'est de ça que vous parliez, ces blocages-là. Donc, la volonté est là, mais entre-temps, bon, il y a eu ce que vous savez. Et donc,
il faudra attendre que... Mais c'est pas forcément bloquant, hein. Une petite remarque, vous vous souvenez, dans les 24 heures du coup d'État au Gabon, le nouvel homme fort du Gabon a quand même décidé de changer la gouvernance des caisses de sécurité sociale du Gabon pour le mieux. Donc voilà, petit clin d'œil. D'ailleurs, pour l'histoire, en 2014, c'est au Gabon, je suis allé en premier pour parler un peu de mon expérience. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré le patronat, j'ai rencontré les syndicats des travailleurs. Ils étaient tous favorables pour y aller. Seulement qu'ils n'ont fait aucune réforme. Et donc... On rappelle qu'une des caisses de prévoyance sociale au Gabon est actuellement sous administration provisoire. Voilà, donc il y a des parcours très différents de celles des CNPS camerounaises et ivoiriennes. Alors, il nous reste 9 minutes. Mr. Da Cruz Pacheco, you're seeing some... Monsieur Da Cruz Pacheco, vous voyez certains actifs qui vont arriver en Angola. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels sont ces nouveaux mécanismes et comment est-ce que vous avez des intérêts dans des investisseurs? Alors, c'est un développement récent qui se produit en ce moment. Nous avons des vagues de politique pour augmenter l'investissement dans le secteur agricole. Et dans cette politique, le mécanisme l'annonce faite par le gouvernement était l'un des piliers. Et évidemment, toute opération de crédit, il y a eu certains défauts, et certaines de ces défaillances étaient liées à des projets qui avaient été mis en œuvre, mais certains avaient des problèmes de gouvernance, d'autres gouvernantes alignées sur le marché. Alors, pour plusieurs raisons, ce projet n'a pas été couronné de succès. Nous cherchons maintenant une façon donc de revoir tout cela et de trouver de nouveaux promoteurs pour ce projet. Alors, toute l'idée ici, donc, c'est de sécuriser le package et de le revendre. Et ce faisant, nous avons deux objectifs clés. Le premier objectif, c'est les actifs sont là, ils ne sont pas utilisés, donc mettre ces actifs, les rendre productifs. Deuxièmement, il trouvait le moyen de mobiliser ces capitales dormants que nous avons en Angola et qui a le même problème dans beaucoup de pays. Alors, une façon novatrice possible donc de donner être novateur et permettre la mobilisation de capitaux et augmenter le PIB. Et Bodiva également est novateur donc sur le front donc des fonds verts, j'apprends. Oui, il y a un cadre donc de fonds verts qui est en cours de développement. Nous essayons de trouver le moyen de promouvoir ce produit. Il y a beaucoup d'initiatives. Certaines d'entre elles sont encore, des informations confidentielles. Mais ils remplissent tous les critères pour devenir des fonds verts. Certains sont relatifs aux exports, pour lesquels nous étirons des fonds, des investissements étrangers également. Les investissements étrangers font partie de la structure, mais nous regardons aussi l'expérience du Cap-Vert. Ce qu'ils ont fait, c'est simplifier le processus. Ils ont simplifié le processus et nous essayons de trouver le moyen, de simplifier le processus également pour que nous puissions émettre davantage de fonds verts, de fonds verts. Pas tellement en termes donc de développer de nouveaux projets, mais plutôt en termes de soutenabilité, pour également que nous puissions développer des produits qui vont peut-être résoudre certains problèmes que nous avons dans le pays. Je peux en mentionner plusieurs. Je vais en mentionner un. Tous les jours, nous brûlons le pays pour produire du charbon. Mais si nous pouvions trouver un moyen donc de prévenir ceci, je dirais que ce serait certainement utile. Alors, Madame Douet, vous allez terminer ce panel. Quelles sont les recommandations en termes donc, de nouveaux mécanismes? Je crois qu'il y a un bon exemple pays dont vous voulez parler, c'est la Colombie. Et je crois savoir également aussi qu'aujourd'hui,
Il y a eu un accord de partenariat qui a été signé avec l'autorité éthiopienne des capitaux. Est-ce que vous voulez conclure sur cette initiative? Oui, alors je voudrais juste conclure sur le fait que donc les besoins du continent sont énormes. Le logement, l'énergie, la transition énergétique, le marché des capitaux est la meilleure façon donc d'investir et relever certains des défis. Alors c'est le bon moment de travailler à améliorer le cadre institutionnel, mettre l'accent sur l'environnement des investissements pour attirer les investisseurs et pour qu'ils viennent explorer ces secteurs. Maintenant, en plus de diversification de nos produits, des offres, l'approche régionale au développement donc du marché des capitaux est intéressant. Alors, le marché est dominé par on peut élargir donc les fonds verts, comme il a mentionné, les fonds ESG en général, parce que 8 sur 10 pays le plus affectés par le changement climatique mondialement se trouvent en Afrique subsaharienne. Donc c'est un bon moment de développer donc le marché des capitaux locaux pour aider à croître et financer les PME et aussi introduire de nouveaux produits. Il est important que nous réfléchissions également à développer les capacités des investisseurs locaux pour qu'ils puissent comprendre comment évaluer le profil risque de ces émissions. Cela peut également développer les capacités donc, des agences de supervision, promouvoir l'information de crédit, la notation de crédit et tout ceci, et aussi la supervision de ces agences. Donc, il y a un gros agenda pour développer le marché des capitaux en Afrique et nous avons en effet vu des exemples et la Colombie vient comme un exemple ici où les besoins dans l'infrastructure étaient tellement importants qu'ils sont devenus les demandeurs de marché de capitaux majeurs parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autres moyens de financer donc le financement à long terme plutôt que autrement que de développer donc ces fonds de pension. Et dans ce continent, je crois que c'est ce que nous voyons également qui se produit dans notre continent. Alors vous avez dit qu'en Colombie ça a marché. Ça a marché, oui, oui. C'est une longue histoire, mais étape par étape, brique après brique, ils ont construit le marché des capitaux. Il a fallu beaucoup donc d'investissements, personnel de tous les partis impliqués et la collaboration donc comme l'a mentionné beaucoup de mes collègues sur ce panel. Donc il nous reste 3 minutes. Je peux ou conclure ou ouvrir les débats pour des questions si vous en avez. 3 minutes. Avez-vous des questions que vous voulez poser, que vous pouvez poser aux distingués membres du panel? Le monsieur devant, est-ce que vous pouvez lui passer un micro? Can you present yourself? Good afternoon. Mohamed Ouad. Mohamed Ouad, c'est mon nom. Immobilier. Et la question... De quel pays, pardonnez-moi? Alors, basé en Côte d'Ivoire avec des opérations au Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger et Cameroun. Ok. Oui, et donc la question serait sur justement l'immobilier et la transition énergétique. On a un gros stock, notamment dans les portefeuilles immobiliers des investisseurs institutionnels, un gros stock d'actifs immobiliers qui ont besoin d'être mis à niveau en termes pour être prêts pour la transition énergétique, qui consomment beaucoup d'énergie, qui font baisser les rendements des actifs immobiliers avec les charges des investisseurs. Et la question que j'ai pour les institutionnels, c'est qu'est-ce qu'ils prévoient de faire par rapport à ces investissements, parce qu'on parle évidemment d'infrastructures, de créer de la nouvelle capacité pour produire de l'énergie, mais il y a aussi de la conservation d'énergie à faire. Et le gros stock d'immobilier qui est dans les bilans de nos investisseurs institutionnels sont peut-être déjà une première source de transition énergétique. Les fameuses passoires thermiques, c'est ça? Absolument. Ouais. Et puis en plus, ça permet derrière, une fois que ces investissements sont faits, d'aller faire des émissions d'obligations vertes. Alors, qui veut répondre à cette question? Who would like to answer this question? Monsieur Kouassi? Bon, je pense que avant même de régler le problème du stock, déjà, prenons les dispositions
pour que les futures constructions respectent les normes. Et sinon, ça va être un éternel recommencement. Et ça, c'est une faiblesse dans nos pays, le respect des normes en matière de construction et l'utilisation des matériaux qui permettent de faire des économies. Une fois on est sûr qu'on a pris des dispositions pour le futur, on regarde qu'est-ce qu'il faut pour résorber le stock passé, et ça va se faire au fur et à mesure des moyens, parce qu'il vaut mieux consacrer plus de moyens pour le futur, dans ce qu'on va construire, et puis étaler sur le long terme la régulation du stock actuel. Ça, c'est mon point de vue. Ok, merci. D'autres réactions? Ok. I think we're done. Je crois que voilà, nous sommes à la fin. Ça a été une session très intéressante et je pourrais conclure. Et comme je dois dire qu'il y a une communication à ce niveau, je pense que vous devrez vous rencontrer. Pour définir vos besoins et comprendre les besoins de la partie en face. Pédagogie, communication, rencontre. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. Merci. Please give a big round of applause